Parlons Mental, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 10e épisode déjà de Parlons Mental. Donc aujourd'hui on se retrouve tous les deux avec Jean-Baptiste pour parler de notre vécu en cette année 2025, du vrai, du concret finalement. Jean-Baptiste va raconter son premier marathon et je vais raconter personnellement ma gestion de la blessure qui a été relativement longue, quasiment 3 mois. Donc bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Régis. En toute chose, bonne année et meilleurs vœux de réussite pour cette année 2026 à tout le monde. Alors on peut souhaiter à nos auditeurs effectivement une bonne année, une bonne santé, de la réussite dans leurs objectifs, parce que la plupart de nos auditeurs sont des sportifs aussi, mais pas que. Donc voilà, de la réussite dans tous les projets, perso, pro et sportifs, pour les sportifs. Ouais, c'est ça, sportif, réussite sportive, réussite professionnelle, personnelle, voilà. Que du bonheur et du plaisir surtout. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est continuer à faire de votre mieux. Exactement, c'est le plus important, faire toujours de son mieux. D'ailleurs, c'est un des 4 accords Toltec, je crois. Certainement, certainement, je te fais totalement confiance là-dessus. Voilà. Donc Jean-Baptiste, on va Alors parler marathon? ouais, avant de toute chose, j'aimerais couper court à un running gag qu'on avait depuis le début de notre podcast. J'ai pu faire l'expérience et Régis avait raison. Il y a bien un éléphant planté sur un rond-point à Valence. Alors, il se trouve alors, faut dire que j'ai eu le temps de le voir. Je suis passé assez lentement à ce moment-là. Je De mémoire, je pense il est entre le 30e et le 34e. Il est planté sur un rond-point en bout d'une ligne droite interminable avec un léger petit faux plat montant, vent de face, un calvaire ça a été pour moi à ce moment-là. Mais il existe bien, il existe bien. Ça me rassure parce que Ouais, je me disais: «Est-ce que je suis devenu parano?» Je sais pas, est-ce que j'ai rêvé? Mais non, effectivement, cet éléphant existe bien. Je me souviens, il est vers le 33e et demi à peu près, presque 34 je crois et c'est ça. voilà pour l'anecdote, en fait, je racontais mon expérience sur marathon à Valence, lorsque j'ai battu mon record et j'ai fait une routine de performance à ce moment-là où, au 32e, 33e, quand il reste 10 kilomètres, voilà, je commençais à avoir des pensées négatives, sortir de ma course et là, j'ai bifurqué sur la gauche, grosse ligne droite à ce moment-là, comme tu disais Jean-Baptiste, et là, je fais ma routine qui consiste à serrer le poing pour déclencher cette routine-là et ensuite je fixe un point et le point que je vois au bout et c'était l'œil de l'éléphant, je crois, si je me rappelle bien et Ouais, ensuite c'est voilà, sûr. j'ai continué ma routine et voilà, j'avais vraiment vu cet éléphant, c'était pas une hallucination. Et au bout de cette ligne droite, justement, on repart encore à gauche là et puis avec un petit faux plat en descendant et on passe derrière je pense qu'il y a c'est une sorte de cité ou je sais pas trop quoi et voilà. Puis après, on repart après main gauche et là, on va revenir dans la ville et puis, on plonge vers l'arrivée, en fait. Voilà. Alors Jean-Baptiste, on va parler justement de ce marathon, que tu as brillamment, terminé. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on rappelle quand même quelque chose, c'est que tous les 2 on s'est rencontrés, fin 2023. C'était au moment où je faisais mon marathon de Valence justement, on en avait beaucoup discuté de ce marathon. Moi ce qui m'impressionne chez toi, c'est que tu t'es, mis à la course à pied et tu as fait ton premier marathon, même pas 1 an après finalement, c'est ça, hein? Si Ah, 2 ans. Si 2 quasiment ans, 2 ans? ouais, c'est ça parce qu'on s'est, 2 ans après ton marathon. Moi, c'est de Oui 2025, toi, c'était 2023, ouais. et Mais est-ce je me que suis mis à la course à pied 1 an après. Ouais, voilà, c'est ça. après Donc réellement 1 an avant ton marathon, finalement? ouais, c'est Là ça, où tu as ouais, commencé à être assidu, ouais. grosso modo, j'ai commencé à courir en août 2024. Je me souviens, j'ai retrouvé le message que j'ai envoyé à mon ami à ce moment-là. Je crois que ça datait du 23 ou 24 août, 2024. Je courais et pendant ma course, j'ai eu une idée. Je lui ai envoyé, je crois le lendemain matin, je lui ai dit: «J'aime bien courir, c'est sympa, mais pourquoi pas courir pour un objectif,
clair et pourquoi pas faire le marathon de Valence? Et je lui envoie ça et il me dit: «OK banco» ou quelque chose comme ça et c'est depuis ce moment-là que, je suis parti avec la préparation, l'idée de faire le marathon de Valence, décembre 2025 et puis, voilà, on a fait ça à 2. Je l'ai retrouvé là-bas, pour le week-end du marathon. Là-bas, il y avait un autre ami à lui qui nous avait rejoint, donc on était 3 comme ça, on s'est fait un petit week-end entre amis qui était, bien sympa et on a passé un super week-end, une expérience incroyable. Un petit clin d'œil pour lui parce qu'il nous, il est assidu en tant qu'auditeur, hein, de notre podcast, hein. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ton ami? C'est Barnabé, hein, c'est ça? C'est Barnabé, je pense qu'on pourrait l'inviter un jour parce qu'il doit y avoir tellement de choses à nous partager. C'est une personne que j'ai rencontrée via les réseaux, avec qui je me suis lié d'amitié. C'est une personne, qui est passionnée, de tout ce qu'il fait. Il doit avoir, c'est quelqu'un qui doit avoir, 100 vies au moins. Quand on apprend à le connaître, on se rend compte qu'il a fait énormément de choses. C'est un passionné dans tout ce qu'il fait. Quand dans tout ce qu'il fait, il est passionné et donc bah, il m'a, accompagné sur cette expérience-là. Je lui dois d'ailleurs une fière chandelle pour être arrivé jusqu'au bout. Il m'a bien accompagné et puis, voilà, il est ostéopathe. Il a été ostéopathe, d'une équipe de, cyclisme professionnel et pour la petite anecdote aussi, encore jusqu'à la veille de la course, il y a eu des gens, qui sont venus, dans son local pour se remettre, pour se comment on va dire? Libérer des tensions par exemple, Ouais, pour peut-être, libérer non? une tension. Pour la petite anecdote, en fait, c'est, Nasser Bouhanni, un Ah ancien oui. coureur, professionnel cycliste de course à pied. D'ailleurs, il y a eu un reportage sur, Stade 2 qui est passé là le lendemain du marathon, donc le soir du marathon. Et il a eu un petit souci, il avait un petit souci de bassin, bref, un petit problème, de membre inférieur. Bon et donc il avait convenu de prendre un rendez-vous avec Barnabé la veille de la course et le samedi matin, il y avait un petit run communautaire avec, RMC Running, tu vois? Et Ouais. là, il y avait aussi un autre mec, Anthony Mounier, un ancien, footballeur professionnel. Oui, il a joué à Montpellier, à l'Olympique Lyonnais, je crois. Exactement, lui, ce matin-là, en fait, il y avait un programme qui était fait pour enfin, je vais tout développer. Il y avait un programme qui était fait avec RMC Running. Ils avaient pris 4 stars de haut niveau qui se préparaient, le marathon de Valencia. Ça s'appelait Road to Valencia et donc il y avait donc, Nasser Boigny, Anthony Mounier, Arnaud Clément et Laure Manodou. Laure Manodou n'a pas pu venir puisqu'elle a été malade et qui était préparé d'ailleurs justement par Marion Pelé, je crois que tu Oui, connais? oui, Marion Pelé qui est entraîneur sur Nantes à Orvaux et qui est athlète à Carquefou aussi, hein, qui a un excellent niveau sur marathon, 2h51. Et donc Anthony Mounier le matin, juste après le run communautaire, en montant à l'hôtel, se bloque le genou et là, catastrophe. Donc pareil, en urgence, il appelle Barnabé s'il peut pas le voir. Donc du coup, Barnabé le voit, lui libère son genou, lui libère son ménisque et pour la petite histoire, Anthony Mounier court en 2,54 je crois le lendemain, en fait et c'est un truc de fou et donc voilà. Donc voilà, c'est un peu le personnage et c'est quelqu'un de très, généreux avec les autres et voilà, c'est un chouette type. Donc, est-ce que tu peux nous raconter justement, Jean-Baptiste, comment ça a commencé précisément? Tu disais que tu allais courir et tu t'es projeté sur un objectif, tu as choisi Valence. Pourquoi Valence? Et est-ce que c'était important à ce moment-là de visualiser un petit peu, cet objectif? Et bah, disons qu'au moins à chaque sortie, ça me permettait d'avoir un objectif, concret. Je savais pourquoi je mettais mes baskets, pourquoi j'allais courir et c'était dans cette optique-là. Donc toutes les sorties que j'ai pu faire ou les petites courses que j'avais faites auparavant, des petites coursettes, qu'il y a autour de Nantes là, c'était dans cet objectif-là de m'améliorer, d'améliorer, mes capacités, pour être, dans un premier temps, pour, être capable de terminer le marathon. Mon premier objectif, en fait, je m'étais fixé 3 objectifs, finalement. J'avais fait on va dire, un objectif à tiroir. J'avais, l'objectif prioritaire, c'était, terminer, tout simplement, terminer mon premier marathon. Ensuite, je m'étais fixé un deuxième objectif, un peu plus optimiste, un peu plus, on va dire, ambitieux. C'était finir en moins de 4 heures, donc je m'étais, lancé dans une préparation, moins de 4 heures, donc toutes mes prépas de marathon, 12 semaines avant,
J'avais fait une préparation sur 12 semaines où je visais, l'allure, pour faire moins de 4 heures. Et le matin du marathon, je me suis dit, pour me mettre encore pour faire diminuer le stress et diminuer la pression, je me suis dit: «C'est pas grave si tu fais pas 4 heures, mais essaye de faire au moins le plus près possible de 4 heures». Donc ça, c'est important de d'avoir un plan A, un plan B et un plan C finalement, parce que si on n'est plus dans le plan A, les moins de 4 heures, on sait qu'on peut se rabattre sur un autre objectif et on lâche pas totalement, c'est ça finalement, on se rabat sur autre chose? Exactement, exactement. Et ce qui m'a bien servi durant la course parce que bien sûr, je pense que tous les gens qui ont couru le marathon, en ont fait avant moi l'expérience que on passe par des moments vraiment, vraiment, vraiment difficiles mentalement et savoir et pouvoir se raccrocher comme ça à des objectifs, secondaires ou tertiaires, ça permet de garder la motivation pour aller jusqu'au bout. Alors justement, en parlant de motivation, tu as dit que tu avais fixé cet objectif-là qui t'avait permis de finalement d'avoir une certaine discipline dans tes entraînements. Comment on garde la motivation ou comment on trouve la motivation finalement pour s'entraîner au quotidien et comment on instaure cette discipline finalement dans une prépa marathon? C'est au fur et à mesure, c'est le plaisir de courir. J'ai pris et plus je sortais, plus je faisais préparation, plus je faisais de sorties et plus je prenais du plaisir, à aller m'entraîner, à aller courir, à avoir cette régularité. Je parle de régularité plus que de la discipline. On en avait parlé l'autre fois avec Justine, mais, pour moi, la discipline, c'est un mot qui a une connotation un peu prégnante. Moi, c'est la régularité, en fait. Je parle de régularité plus que de discipline et avoir cette régularité-là, c'est ce qui m'a permis, à arriver au bout et je crois que j'ai pris autant de plaisir à faire la prépa marathon, en fait, qu'à courir le marathon. Comme je dis souvent, le marathon, c'était la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'était toute la préparation, les 12 semaines de préparation, c'est un truc de ouf. Une préparation marathon, c'est un truc de dingue, en fait. Mais, Et c'est s une belle et expérience. et je pense que tu as pu aussi au fil de la préparation marathon, constater une progression qui fait que ça motive aussi j'imagine quand on voit qu'on progresse, hein, sur les allures et cetera? Et puis, sur les allures, sur les distances de sortie, parce qu'au fur et à mesure, Oui. forcément, les sorties longues du dimanche, ça devenait un truc, j'en demandais encore plus, en fait, j'en voulais plus et puis parfois, je me mettais dans un état, presque, c'était un discours avec moi-même. À chaque sortie longue, j'attendais ce moment-là, je partais courir 2h30, 2h45. J'ai jamais fait 3 heures, mais c'est une discussion avec soi-même, avec son intériorité. Je me mettais de temps en temps dans la musique et puis je partais avec moi-même pendant 2h30. Je me reconnectais avec moi-même et c'est des moments qui sont assez privilégiés. Alors peut-être égoïste, c'est peut-être un plaisir égoïste parce qu'il y a des gens quand même autour de nous qui vivent et quand on se barre, 2h30, 2h45 le dimanche, ça peut poser un peu de souci mais ouais, c'était quand même ce sont des chouettes moments. Et cette prépa marathon, hein, qu'est-ce qu'elle t'a apporté au-delà de t'avoir apporté des bénéfices sur le marathon en lui-même? Est-ce qu'elle t'a apporté autre chose finalement? Ouais, elle m'a apporté, le fait de savoir que je suis capable de faire, une prépa marathon, de savoir que je peux être, régulier, discipliné quand je m'engage dans quelque chose. Voilà, ça me permet de découvrir aussi, certaines choses sur moi-même. Ouais, ça fait grandir, ça nous fait ouais, en fait, je crois qu'on est plus pareil une fois qu'on a vécu ce moment-là. Plus la préparation que le marathon. Comme je dis, le marathon, c'est un aboutissement. Après, c'est quelque chose de vraiment, il faut s'ésanquiller les 42 kilomètres. Oui, c'est sûr. Heu, Et c'est quelque chose il faut de l'avoir vécu, c'est quand même quelque chose de grandiose, mais et ce qui est marrant, c'est que, voilà, c'est 42 kilomètres, comme j'avais écrit sur un post, Insta, c'est 42 kilomètres, de lutte, contre les douleurs de son corps. C'est 42 kilomètres à dompter, ce dialogue interne qui te dit: «Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vas arrêter à un moment donné, tu vas arrêter, tu vas marcher». Et c'est 42 kilomètres aussi de sourire parce que tout le long du chemin, tu es accompagné par des gens qui te connaissent pas, mais qui te traitent comme un champion, en fait et alors surtout que, surtout à Valence, hein. Surtout à Valence, c'est une ambiance c'est exceptionnelle, ouais. ils te prennent pour un champion, c'est marrant parce qu'on a nos petits prénoms sur les Oui. dossards et certains ils t'appellent par ton prénom alors qu'ils te connaissent même pas, mais moi c'est juste, incroyable et puis tu as de la musique qui te rythme tout le long du chemin. Donc il est impossible d'abandonner. Pour moi, l'abandon, c'était impossible à ce moment-là, c'était hors de question et donc je suis arrivé au bout. Bon, voilà.
Et d'ailleurs, j'ai une anecdote en parlant de musique. Quand je suis passé au 40e kilomètre à Valence, il y avait la musique Vamos a la playa. Vamos a la playa et du coup, en fait, je me rappelle de cette musique et j'ai revu une vidéo parce qu'on peut retrouver les vidéos aussi à chaque passage, tous les 5 kilomètres. On peut acheter la vidéo et les photos et j'entendais bien cette musique, Vamos a la playa et du coup, ça a mis du positif dans ma tête et ça m'a permis de finir fort les 2 derniers kilomètres. C'est intéressant. Les 2 derniers kilomètres en plus, oh non, mais c'était moi ce qui m'a paru interminable, c'est le dernier kilomètre où tu as le décompte en fait tous les 100 mètres. Oui, 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 Et oui. là, quand tu quand c'est vraiment très, très compliqué, tu vois 900 mètres et puis quoi, 800 Ouais, mètres et tu mets quoi? Pour faire 100 mètres, tu mets presque 1 minute. À ce moment-là, je j'étais presque j'en pouvais ouais. plus et tu as l'impression d'être à fond et tu cours j'avais une allure d'escargot, mais c'est pas grave. Ouais et d'ailleurs, tu parlais de discours internes négatifs, de pensées qu'on peut avoir à ce moment-là qui nous pousseraient peut-être à abandonner, hein, si on les écoutait. Comment tu as fait pour les dompter ces pensées et les transformer en pensées positives, éventuellement? Jusqu'au 26e kilomètre. Enfin, jusqu'au 26e kilomètre, ça allait. Je prenais en fait finalement, j'ai regardé le marathon pas sur 42 kilomètres, mais sur, kilomètre après kilomètre. Je me disais: «Allez, tu as passé, je sais pas, le 7e kilomètre, maintenant tu vas chercher le 8e. Une Ouais, fois que tu es arrivé au 8e, tu vois jusqu'au 9e et puis après tu fais un petit bilan sur toi-même. Où tu en es? Comment ça va? Que où ça en est au niveau des bras, au niveau des jambes?» Je faisais un petit check comme ça tous les 5 kilomètres je faisais parce que c'est les ravitaux, c'était tous les 5 kilomètres. Alors je fais entre les 5 kilomètres, j'allais chercher kilomètre par kilomètre et tous les ravitaux, je faisais un petit checking sur moi-même, en fait, savoir où j'en étais. Jusqu'à mi-course, j'étais pas trop mal, j'étais dans les temps que je m'étais fixés et voilà, donc je faisais comme ça et puis sinon aussi, je m'amusais à essayer, de compter jusqu'à 100 et de recommencer. C'était un petit truc que faisait, je crois, Paul Radcliffe. Tu Paul comptes jusqu'à Radcliffe, ouais, 100. exactement. Ouais, tu vas jusqu'à 100 et tu recommences et puis c'est pour essayer de faire en sorte que ça passe, plus vite ou de vraiment de chanter ton message Mmh, négatif ouais, c'est ça. et à partir du 25e kilomètre, je voyais que ça commençait à devenir difficile et puis il faisait très chaud. Il faut rappeler qu'il faisait très chaud. Moi, j'ai eu 29 degrés parce que je suis parti moi dans les derniers sas en fait. Donc Oui, oui. déjà, donc il faisait 29 degrés. Donc ça devenait très difficile et 26e kilomètre, gros coup de fringale. Alors je pense que j'étais pas super bien en termes de nutrition, là-dessus, c'est vraiment un axe d'amélioration à avoir. Donc et puis, j'ai fait l'erreur de me mettre à marcher à un moment donné parce que je voyais que tout le monde autour de moi se mettait à marcher et j'avais du mal à tenir l'allure. Je me suis dit: «Bon allez, peut-être tu vas marcher 100 mètres, ça va aller et puis, ça va repartir» et ça, c'est l'erreur en fait. Ne En quoi ça a jamais été une se mettre. erreur? Pourquoi, Ah ben parce finalement? que quand tu commences à te mettre à marcher après, tu as qu'une envie, c'est de te remettre à marcher si tu repars à courir, en fait et ça devient encore plus dur. Ça devient Ouais. encore plus dur parce que tu as un double enfin ça devient tu te dis: «Mais pourquoi tu» je tu qu'une envie, c'est de te remettre à marcher le coup d'après donc je partais courir, je sais pas, sur 1 kilomètre, 1 kilomètre 5, je me relançais et puis, je voyais tout le monde autour de moi qui se foutait à marcher à nouveau. Je me dis: «Allez merde» et je me remettais à marcher et si tu veux, les 15 derniers kilomètres, ça a été ça. Donc ce qui est important, d'après ce que tu dis, hein, c'est finalement d'être au maximum dans l'instant présent. C'est ce que tu as fait justement, en fractionnant un peu ta course, hein, kilomètre par kilomètre et aussi c'est important de trouver des subterfuges un petit peu finalement, de se concentrer sur autre chose que les pensées négatives, comme le fait de compter de 1 à 100 finalement plusieurs fois. C'est ça. C'est ça et après j'ai essayé de vraiment de m'imprégner de l'ambiance qu'il y avait autour, de regarder les gens. Il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est la solidarité entre nous, entre les coureurs, quoi. On était tous dans la même galère et puis, toujours ou une petite tape dans le dos ou, un petit sourire Oui, ou un petit mot, ou un petit truc et même parce que c'est international mais on arrive à se comprendre et oui. c'est hyper chouette aussi. Alors ce qui est important, on l'aura compris, c'est d'être au maximum dans le présent, au maximum, positif dans un état d'esprit positif, hein, finalement. C'est ça, exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, je voudrais, rappeler un petit peu, moi, personnellement, en tant que préparateur mental, j'utilise souvent les routines de performance pour les athlètes que j'accompagne. Une routine de performance, ça commence souvent par un déclencheur. J'en ai parlé tout à l'heure de la routine avec le fameux, œil de l'éléphant, dont on a parlé au début de cet épisode, hein. Donc, une routine commence par un déclencheur. Moi, par exemple, ça peut être, serrer le poing. Donc dès que je sens que je sors un peu de ma course, que je suis un peu moins positif, je serre mon poing.
et à partir de là, je peux faire une, 2 ou 3 actions, hein. Ça peut être, par exemple, fixer un point ou compter jusqu'à 100 comme toi, Jean-Baptiste, hein, pour revenir dans l'instant présent. Ça peut être aussi, se dire une phrase. Donc il y a des phrases du type, moi je me dis: «La souffrance est éphémère, la déception beaucoup moins», hein, pour, me mettre un peu dans la tête que justement, à ce moment-là, il vaut mieux «souffrir» entre guillemets ou résister à la souffrance les derniers kilomètres plutôt que d'être déçu pendant plusieurs mois. Et ça peut être aussi se concentrer sur, sa foulée, son relâchement et même, ne serait-ce qu'un sourire, on en avait parlé Jean-Baptiste dans un épisode précédent. Générer un sourire, ça crée, des substances au niveau du cerveau et ça crée un état d'esprit positif, finalement. Exactement. Moi, j'ai une phrase aussi, c'était une phrase de Kipchoge qui dit que la douleur fait partie du succès. Exactement. Et c'est des trucs que je me dis alors que sur l'entraînement ou que j'ai pu me dire pendant la course aussi. Après j'ai aussi un ancrage, je sais que je me frotte, la pulpe des doigts et ça me ramène dans un endroit ou dans une situation qui est, que j'apprécie énormément, qui est de détente, choses comme ça. Donc ça aussi j'ai utilisé ça, ces petits tips. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé plein j'ai c'est je tout ce que je préconise, je l'ai appliqué sur moi-même. Ça, ouais, la phrase, le mantra, les ancrages, heu, des visualisations. Je me voyais à l'arrivée. Ça, c'était marrant parce que ça, c'était, lors de ma dernière sortie. C'est marrant parce que les dernières sorties que j'ai fait ici, elles étaient pleines d'empreintes de nostalgie Oui. et la dernière sortie longue que j'ai faite, je me visualisais à l'arrivée souriant et content de ce que j'avais fait. Bon, c'est ce qui s'est passé, mais ouais, Oui c'est ça, des visualisations aussi et finalement, je trouve que et c'est aussi important. et Vas-y, aussi je te ça laisse et finir. aussi me rappeler pourquoi je courais, en fait. Ça aussi, Oui, ça m'est arrivé. le Pourquoi je pourquoi, c'est faisais cette important course-là et pourquoi je voulais l'arriver et qu'est-ce que je et qui je voulais être à l'arrivée, en fait. et quel était ton pourquoi et qui tu voulais être à l'arrivée, finalement? Le pourquoi, c'était, pour me prouver que j'en étais capable. Je le faisais tout ça pour prouver que j'en étais capable. Ça a été aussi parce que, pour, passer, partage, un moment de partage, un moment d'amitié, un moment aussi, voilà et qui je voulais être à l'arrivée? Je voulais être fier de moi, quoi. Et finalement, cet objectif, il était partagé? C'est important que tu aies partagé cet objectif avec des amis ou avec, des proches, hein, Ouais, aussi? Mmh. mais ça ouais, ce qui était marrant, c'est que j'avais, ça aussi, c'était chouette. J'avais partagé le lien de la course où on peut nous suivre. Tu sais, il y a une application Marathon de Valencia et on peut te suivre sur la course et donc je l'avais partagé, à des personnes qui me sont chères et je recevais pendant la course et ça, c'était alors ça, par contre, je sais c'était à double tranchant. Oui, Parce que je recevais pas parce que tu sais, quand on est à la course et qu'on est un petit peu dans le dur, on a quand même les sens qui sont exacerbés et notamment on est hypersensible et je savais que sur ma montre, je recevais des messages, des notifications de messages que je pouvais recevoir oui et à chaque fois que je savais je savais qui c'est qui me les envoyait, je les lisais pas parce que je pouvais pas les lire sur ma montre, mais je savais qu'on m'envoyait des messages, d'encouragement et ça me mettait des alors ça avait un double tranchant parce que ça émotionnellement ça me boostait, mais en même temps c'était c'était, non, c'était chouette, c'était chouette. Donc et ça aussi final c'était un ouais. booster. Ouais et qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion à l'arrivée en franchissant la ligne? Et est-ce que tu peux dire aussi q si tu t'attendais vraiment à ressentir ce type d'émotion et à cette intensité-là? Quand je franchis la ligne, je ressens pas grand chose, je vais te dire franchement. Parce que je ressens pas grand-chose, je franchis la ligne, je m'appuie sur mes genoux presque, voilà, pour vraiment récupérer de mon effort. Bon, apparemment, la personne qui était passée avant moi, elle était encore plus mal que moi parce qu'il restait des traces sur le tapis, malheureusement. Je me fais pousser parce que par l'organisation pour me dire d'aller plus loin parce que je dérangeais donc je pense pas à grand-chose quand je franchis la ligne. J'essaie de récupérer parce que vraiment l'effort est difficile. Et je suis vraiment très, 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 très fatigué. Je crois que je suis allé au plus profond de moi, là, la chercher celle-là. C'était vraiment une lutte intense, sur les 15 derniers kilomètres, donc je ressens pas grand-chose. C'est qu'après que je ressens de la fierté de l'avoir fait. À quel ouais, à quel moment? Quand je retrouve les amis. Quand je retrouve Les les amis, amis, ouais. je me rends compte OK. de ce que j'ai fait, ouais. Parce que jusque-là, c'est compliqué. Après, tu essaies de il faut je sais pas si tu te souviens, mais quand on arrive à Valence, on est, sur le sur la passerelle et pour Oui, sortir de la passerelle, on a quoi? Une cinquantaine ou soixantaine de marches à monter, à oui, gravir je me pour rappelle, ouais. récupérer les transports en commun. Déjà là, ça devient c'est hyper compliqué à monter les marches quand tu, fais le marathon Oui, je confirme. et
Et donc déjà donc en fait, tu peux pas profiter du truc pleinement. C'est une fois que tu es arrivé là, je les ai retrouvés et je me souviens, j'ai dit: «Putain, mais qu'est-ce que c'est dur!» mais c'est tellement bon, en fait. De la fierté, ouais. Ouais. Carrément. Bah, du coup, moi, je me rappelle, j'ai une anecdote, j'ai fait un petit clin d'œil à mon ami Clément Leduc, hein, qui a fait 2h12 au marathon de Valence en 2024 et je l'avais fait avec lui en 2023. Bon, pas avec lui, je l'avais pas suivi bien sûr parce qu'il va trop vite, hein, mais il avait fait, 2h15 cette année-là et je me rappelle après la course, on s'est retrouvés et on a mangé une super pizza dans un resto et franchement, c'était un super souvenir. C'était, après l'effort, le réconfort et du coup, on a vraiment débriefé la course à chaud et c'était super génial et je sais pas toi si tu as débriefé ta course à chaud avec tes amis? Après, ouais. Ouais, ouais, on en a débriefé, ouais, ouais, on a débriefé la course à chaud, nos courses, ouais. Et après, on est vite, il a fallu vite qu'on bouge, hein, mais le soir, ouais, on en a profité, ouais. On a profité pleinement d'une magnifique paëlla. Non, pas le soir, de un petit repas tapas, le soir. C'était Ah sympa excellent, aussi. trop bien Ouais, et voilà. tu pars sur un autre marathon, prochainement? Ouais, oui, oui, ouais, j'ai un projet de refaire un marathon, ouais. Lequel? J'ai un projet de revenir à Valence. Ah trop bien, en 2026? Fin Ouais, j'espère, 2026, ouais. hein? Le Ouais, 6 décembre je crois, non? Non, peut-être pour pas. la Saint-Nicolas. Ouais, excellent. Et donc voilà, c'était ma belle expérience de 2025 et heureusement, je suis passé au travers des blessures, durant cette année 2025 où pas grand-chose. La différence de toi, Régis, parce que je crois savoir, on en a discuté, que tu as connu un petit moment, un petit désagrément en cette fin d'année 2025, je crois que c'était en novembre, c'est ça? Est-ce que tu peux nous Ouais, raconter ta blessure? oui, déjà, 2025 ça a pas été une année, comment dire? Pleine pour moi en tant qu'athlète. J'ai pas forcément réussi, on va y revenir, mais à me concentrer sur ma pratique à moi. Donc j'étais un peu en déséquilibre souvent, tu vois? Je reprenais un peu trop fort, je me blessais un petit peu, j'avais perdu un peu le goût, de l'athlétisme, hein, de courir, hein, finalement. Parce que j'ai pas mal d'activités, speaker, préparateur mental et cetera et ce qui s'est passé le 1er novembre, c'est qu'en fait, je reprenais l'entraînement depuis, à peu près, 3 semaines, hein. J'avais fait 35, minutes, aux 10 kilomètres à Cholet, donc sans avoir une grosse prépa, donc j'étais plutôt satisfait et là, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire le trail nocturne de Boye, en fait, à côté de Nantes», grâce à mon ami Freddy qui est speaker aussi, qui m'a eu en dossard. Donc là, je suis arrivé sur la course, j'étais plutôt bien et ce qui s'est passé, à partir du 15e kilomètre, c'est que j'avais une petite inflammation au talon qui, m'empêchait de courir correctement dans les parties un peu en dévers, hein. Donc là, je suis entré dans un discours interne négatif et cetera et à un moment donné, au 19e kilomètre sur 25, hein, je suis tombé. Je suis tombé, j'ai dû me prendre les pieds dans une racine ou autre, hein et j'ai fait une très vilaine chute, hein, puisque en fait, je me suis retrouvé par terre assez violemment et ma rotule a tapé sur un caillou au sol, ce qui fait que voilà, j'ai appris après coup que c'était pas un simple hématome, c'était une contusion, osseuse, je crois, on appelle ça, directement dans l'os, hein. En gros, je crois que c'est la moelle osseuse qui a saigné, je crois, je sais plus comment ou je sais plus ce que c'est, la membrane autour de l'os, je sais plus ce que c'est exactement, qui a saigné, hein. Donc en fait, finalement, voilà, j'ai été arrêté, 10 semaines, hein, mais voilà, donc c'était vraiment, négatif au départ, hein, quand je suis, tombé, je me suis retrouvé arrêté, mais finalement ça a été une vraie leçon et une vraie opportunité pour moi. Et donc, tu me disais que ton année 2025 était un peu compliquée, c'est ça? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien de cause à effet entre, ton année, 25 compliquée et le fait que tu as eu cette blessure? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien? Je pense qu'en fait, la blessure m'a arrêté parce qu'à ce moment-là, je pense que mentalement, j'avais besoin de stopper ma pratique de la course à pied, pour repartir certainement sur des meilleures bases en 2026. C'est un peu comme si en fait, mon corps, même si c'est une chute, hein, c'est pas une blessure qui est intervenue comme une inflammation, par exemple, mais mon corps m'a dit: «Stop», je pense et m'a dit: «Maintenant c'est fini, tu t'arrêtes pour 2025 et on reprendra, tranquillement en 2026». Donc je crois beaucoup à ça, c'était peut-être un message de la vie qui m'a mis par terre en fait finalement pour, pour que j'arrête, hein. Mais tu dis que c'est une chute, mais au préalable, tu me disais que tu avais une douleur au niveau du tendon d'Achille, c'est ça? Tu me disais donc C'est peut-être une aussi que c'est inflammation au niveau du une talon. inflammation? Ouais Ouais, c'est ça. Donc peut-être que c'était un signe que ton corps te disait, de lever le pied, peut-être? et je pense aussi, ce qui est important aussi dans la pratique, de n'importe quel sport d'ailleurs, hein, c'est d'avoir une régularité.
d'augmenter la charge d'entraînement, notamment en course à pied, de manière assez régulière et progressive, hein. Et le fait de pas avoir réussi à trouver d'équilibre en 2025 entre mes différentes parties de ma vie, en fait, finalement, de pas forcément être, bien dans chaque, domaine de ma vie, donc pro, perso et sportif, hein, a fait que je me suis retrouvé parfois à arrêter pendant 3 semaines, reprendre un peu trop rapidement, me faire mal, recommencer et cetera. Et finalement, je pense que ces petites blessures à chaque fois me disaient: «Bah, en fait, c'est pas tu pas dans le bon tempo, en fait, tu pas dans le bon état d'esprit en ce moment». Donc en fait, il faut vraiment écouter son corps, hein, c'est le conseil que je donnerais et prendre le temps à chaque fois de reprendre quand on fait face à une blessure et surtout, accepter cette blessure et faire en sorte, justement de l'accepter en se disant que finalement elle est pas là pour rien. Elle est là pour une raison, en fait, finalement. Tu disais donc, est-ce que c'était ta première grosse blessure comme ça? Est-ce que c'est ta première grosse période d'arrêt? Et comment tu l'as vécu finalement? Alors finalement, cette chute, qui, m'aura occasionné cette blessure assez longue, hein, je l'ai plutôt bien vécue dans le sens où en fait, 2 jours après cette blessure, je suis parti au Maroc. Donc ça a été difficile parce que franchement, dans les transports, je pouvais pas garder la jambe pliée, hein, j'avais vraiment trop mal. J'ai animé cette course, au Maroc pendant environ, 5 jours au total, hein. 5 jours dans le désert. J'ai vraiment, comment dire, pu vivre des moments incroyables, ce qui a fait que mon esprit s'est détourné de la blessure. Finalement, je c'est pas comme si, en fait, je me disais: «Oh là là, je suis blessé, qu'est-ce que je vais devenir? Je peux plus courir», j'avais des objectifs et cetera. En fait, j'avais pas vraiment d'objectifs. Mes seuls objectifs à court terme étaient des animations, donc c'était le fait d'être speaker et ça m'a beaucoup aidé à relativiser sur la blessure aussi et je me suis rapidement dit, en fait: «Bah, en fait, si la blessure elle est là, bah, c'est qu'elle devait être là». J'ai accepté la situation et tout de suite, en fait, j'ai basculé vers la suite. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Une fois que la blessure sera passée et surtout, j'ai mis à profit cette blessure en me disant: «Bah, en fait, je vais faire tout ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude». En fait, pendant la blessure, bah, j'ai profité de des fois faire des grasses matinées, enfin de prendre le temps de pas me lever à 7 heures du matin. J'ai pris le temps, de faire des choses que j'aime bien, hein, de jouer de la guitare, de lire et cetera, de voir des amis, de sortir plus que d'habitude peut-être, hein. Donc ça a été vraiment une véritable opportunité. C'est ça, donc ce que je retiens, c'est que finalement, tu as réussi à traverser cette période de blessure en transformant, ce moment-là en opportunité, c'est ça? Exactement et je me suis dit, «J'ai la chance» entre guillemets d'avoir, de nombreux domaines où je m'épanouis. Mon métier de préparateur mental, mon métier de speaker, je vis de l'athlétisme et de la course à pied autrement qu'en tant que pratiquant, je le vis aussi en tant que speaker et je me suis dit à ce moment-là, on devrait tous avoir justement, des passions en dehors de notre pratique de la course à pied et une manière différente de la vivre. Il y a des personnes qui sont juges en athlétisme, par exemple, sur les compétitions. Il y a des personnes qui vont être entraîneurs, des personnes qui vont accompagner un proche sur les courses, hein, quand ils sont blessés et je pense que c'est important d'avoir des choses, des passions, des choses à faire quand on est blessé. Justement, que la vie ne s'arrête pas à ce moment-là. OK et c'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, un athlète, un sportif n'est pas qu'un sportif, n'est pas qu'un athlète et il a aussi, une Exactement. vie à côté. Il a aussi des vies à côté et donc finalement, c'est tu en as retiré du positif et est-ce que tu as pu, toi, du coup, développer des choses que tu ne faisais pas avant ou moins, en fait? Où tu prenais Oui, moins le temps de faire? totalement. Pas est-ce que Franchement, tu as un exemple à nous citer, par oui, exemple? vraiment. Bah, aujourd'hui, j'ai des abdos en béton, hein, parce que j'ai j'ai fait des abdos tous les jours. Je me suis musclé tous les jours. En fait, j'ai fait de la musculation. Je pouvais pas faire trop de squats ou des choses comme ça parce que mon genou était quand même douloureux en pliant la jambe. Mais j'ai travaillé beaucoup le haut du corps. J'ai travaillé, beaucoup aussi, tout ce qui est, comment dire, gainage abdos. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé et dès que j'ai pu, après j'ai travaillé, les cuisses parce que j'avais perdu beaucoup de masse musculaire, hein. D'après mon kiné, j'avais perdu 25 de masse musculaire, côté droit. Donc j'ai beaucoup travaillé cet aspect-là. La musculation, ce que j'avais pas le temps de faire forcément avant. Ouais, donc tu as axé, cette période-là, non seulement en développant en reprenant contact avec tes loisirs justement pour te changer les idées, voilà et puis aussi également ça t'a permis de te renforcer sur des points, on va dire, peut-être un peu faibles, on va dire c'est des points faibles, des points Ouais, faibles, c'est ouais, ça, c'est ça? j'ai C'est travaillé les ça? points améliorés et les points «faibles» entre guillemets, hein, que les choses que je travaillais pas d'habitude, hein, finalement. OK, donc ça, c'est ta période de blessure et comment tu es revenu à la course à pied? Parce que je pense que tu en es où aujourd'hui? Avant de
Alors, ce qui s'est passé, c'est, j'ai attendu vraiment, sur les conseils de mon kiné, j'ai attendu 6 semaines avant de recourir. Donc j'ai recouru, il m'a mis en garde quand même parce que, 7 semaines après la blessure, je suis revenu le voir et il m'a dit: «Fais attention, tu as perdu pas mal de masse musculaire, donc essaye de faire du renfort avant de reprendre vraiment correctement la course à pied». Et c'est vraiment, vraiment depuis cette semaine que j'ai réintégré un peu de fractionné, donc des 30-30, hein, 5 fois seulement, hein, sur une sortie. Donc là, aujourd'hui, je fais des sorties de 40 minutes. Donc là, on est le 15 janvier, donc je pense que j'ai pas compté, mais c'était le 1er novembre que je me suis blessé, donc ça fait 2 mois et demi, donc ça fait 10 semaines. Je vais arriver à la 11e semaine samedi, donc là, je peux enfin reprendre. Donc là, j'ai plus de douleur. Et du coup, c'est un soulagement aussi parce que je me rends compte, je le percevais pas forcément, consciemment, pendant la période de convalescence, mais le fait de reprendre la course à pied, je me rends compte que ça me fait du bien. Ça me permet de moins ressentir le stress négatif, ça me permet de mieux gérer les émotions, ça me permet d'être plus épanoui au quotidien aussi. Finalement, tu t'es rendu compte pendant cette période-là que la course à pied, ça faisait partie de toi et tu en avais besoin. C'est ça, exactement. Ça, si je comprends bien. Comment tu t'es senti, toi, les premières fois où tu as repris les chaussures et quand tu es reparti courir? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Comment tu as apprivoisé ta reprise du sport, En fait, de la ça course? ça ça me fait penser un peu à la chanson de Johnny Hallyday, «L'envie d'avoir envie». En fait, j'ai retrouvé l'envie. En ayant vécu une période, en ayant mangé mon pain noir, comme on dit, hein, beh, j'ai apprécié vraiment le fait de courir et franchement, avant la blessure, bah, je me disais: «Waouh, j'ai pas envie d'y aller, j'en ai marre, c'est trop long, les footings», et en fait, j'appréciais plus. Alors qu'il y a des gens qui rêveraient de courir et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment, cet aspect-là qui est revenu, en fait, le plaisir de courir et l'envie et la reconnaissance, la gratitude, en fait, de me dire: «En fait, je peux courir et j'ai de la chance, quoi». Ouais. Et donc, si tu avais un message à passer aux personnes qui se blessent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, mettez ça à profit. Dites-vous, en fait, déjà, pourquoi je suis blessé? Déjà, quel est le message que la vie m'envoie? Pourquoi je me suis blessé aujourd'hui? Quel est, le message derrière, en fait? Il y a toujours un message, je pense, hein, et se dire ensuite, passer à la phase d'acceptation en se disant: «Bah, aujourd'hui, la blessure, elle est là. J'ai pas le contrôle, en fait. La blessure, elle est arrivée, je peux pas changer les choses, c'est déjà fait». Donc je me dis: «Aujourd'hui, j'accepte et qu'est-ce que j'en fais de cette blessure, finalement? Qu'est-ce que je vais faire à la place des moments où j'allais courir? Qu'est-ce que je vais faire aussi pour, éviter à l'avenir de me reblesser?» Donc ça dépend des blessures, mais il y a forcément je sais pas, des choses à mettre en place pour éviter les blessures, les limiter, peut-être, faire du renforcement musculaire aussi, en plus, hein, pendant cette période et le réintégrer une fois qu'on aura repris et surtout, pendant cette phase où on peut plus faire de sport peut-être, hein, c'est de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Des choses qu'on aime, qu'on apprécie et peut-être tester d'autres choses, hein. Peut-être que je me dis: «Bah, tiens, pourquoi j'irais pas tester, je sais pas, je peux faire du vélo malgré la blessure, est-ce que j'irais pas tester, pour faire du vélo?» Est-ce que j'irais pas, aussi peut-être, je sais pas, voir des pièces de théâtre? Est-ce que j'irais pas, au cinéma? Est-ce que j'irais pas, faire des sorties? Est-ce que je voyagerais pas pendant ce temps? Peut-être, hein, je sais pas. Voilà, mettre des choses en place, hein, pour justement se faire plaisir pendant cette période. Ce que tu dis là de ton vécu de la blessure, ça me fait penser, tu savais que quand on a reçu Loïc Arnould, le Oui, kiné de l'UBB, qui disait, son message, lui, qu'il faisait passer aux joueurs, c'était, «Une blessure, c'est pas grave». c'est ça. Leur faire comprendre que c'est pas grave, une blessure, c'est Exactement, pas grave et ça me fait penser à ça, ce que tu dis. exactement. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est, le message que tu fais passer, c'est en fait mettre à profit ce temps qu'on a pour nous à des choses qu'on ne peut pas faire, si on est, la tête dans le guidon et pris par l'activité physique. Non, c'est Ouais. chouette. J'irai même Heu, plus loin j'irai même ouais, plus loin, je te coupe, hein, c'est qu'en fait, pour moi, c'est comme dans la vie. S'il nous arrive que des trucs positifs, on n'évolue pas. En fait, pour moi, sortir de sa zone de confort, ça fait progresser et notamment dans la vie, si on vit des choses difficiles, c'est là qu'on va évoluer, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, je dirais que je suis friand de ça dans ma vie. En fait, j'aime bien la difficulté parce qu'en fait, la difficulté, elle me fait progresser et pour moi, une blessure, en fait, ça va être vraiment, quelque chose qui va nous faire, changer des choses dans notre quotidien. Si on se blesse jamais, finalement, bah, on va pas, changer notre manière de nous entraîner. Peut-être que la blessure, elle va me dire, en fait, bah, en fait, il faut que tu changes quelque chose dans ta manière de t'entraîner, ta manière de pratiquer et ça, c'est important, je trouve. je pense que la blessure est une opportunité, mais OK, OK. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la blessure pour, se rendre compte que l'on peut modifier des choses dans son entraînement, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Je C'est suis je d'accord suis avec toi, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais une fois que c'est là, bah, ouais, autant en faire un avantage et du coup, clairement. se dire, «Qu'est-ce que je vais faire de cette blessure?» et peut-être que je vais changer ça, je vais peut-être faire moins de volume, je vais peut-être être plus progressif dans l'augmentation de mon volume et cetera. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça veut dire qu'à un moment donné, je suis allé trop loin, C'est ça?
Bon, toi, en l'occurrence, chute, mais peut-être qu'avant la chute, il y avait ton corps était déjà, tu vois, tu avais ton petit Ah problème oui, d'inflammation au tendon, donc peut-être qu'à ce moment-là, tu as exactement, eu un appui justement où tu as pris un appui qui était différent parce que tu avais cette douleur dans le exactement, talon et donc voilà. Donc oui, c'est écouter son corps, savoir ce qu'il nous dit, savoir ce que dire la douleur et puis après, modifier. En fait, j'en retiens de ce que tu dis aussi, c'est que c'est un apprentissage, tu as appris pendant cette période-là. exactement et Et est-ce que même avec 25 ans de pratique, on apprend toujours, ouais, hein. je suis C'est d'accord. franchement, Et quels sont les petits tips que tu as mis en place, au niveau mental puisqu'on en parle, on aime bien ça tous les 2. Quels tips tu peux donner à nos auditeurs pour les aider à passer ce genre de période? Est-ce que tu as utilisé toi je sais pas, des techniques ouais. pour, quand tu as eu certains moments un petit peu difficiles pendant cette période-là, parce que je pense que tu en as eu, qu'est-ce que tu as mis en place toi pour passer ce moment-là? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la cohérence cardiaque tous les jours déjà pour, me détendre, me calmer, calmer mes pensées négatives, hein. Respirer 5 secondes, enfin pendant 5 minutes, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je le faisais, matin et soir, hein, le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Ce que j'ai fait aussi, je me suis fait un petit carnet où je notais, tout ce que je voulais en 2026 en tant qu'athlète et j'ai noté aussi en 2025 tout ce qui s'était bien passé. Parce que même si c'était un peu chaotique, je me rappelle, qu'il y a eu des moments incroyables, hein. Je me rappelle quand j'ai accompagné des athlètes notamment, en tant que pacer, en tant que lièvre, hein, des féminines notamment. Je me rappelle que j'ai accompagné Lucille Marie, sur les Folies du Tram, elle a fini 2e. J'ai accompagné Marion Pelé, sur le semi d'Orvaux. J'ai accompagné de nombreuses athlètes, sur leurs courses et du coup, c'était des moments de partage. Même si moi, j'ai pas réussi à faire des performances personnellement, j'ai eu des moments incroyables, avec des athlètes et même si j'ai abandonné, au moins 3 courses en 2025, c'est pas grave, c'était des expériences et voilà, j'ai utilisé ça comme outil, donc cohérence cardiaque et puis la visualisation pour, me projeter, sur, 2026 avec des nouveaux objectifs et aussi relativiser 2025 en, notant les choses positives, notamment. Et sans indiscrétion, est-ce que tu peux nous partager tes objectifs pour 2026, Régis? Alors mes objectifs en 2026, ça va être, notamment, je vais pas aller sur un marathon, je vais pas chercher à faire des trails longs parce que du coup, je sais qu'avec mon métier de speaker, je vais pas pouvoir. Je vais faire des petites courses et j'ambitionne de faire un 10 kilomètres, j'ai pas encore, décidé lequel. Mais certainement, plutôt deuxième partie, du premier semestre et j'aimerais bien revenir en 33 minutes aux 10 kilomètres et faire un semi-marathon à la fin de l'année pour essayer de refaire, 1 h 12 au semi-marathon. Donc ça va être mes objectifs, en essayant vraiment de cibler des objectifs précis, de pas faire trop de courses et de mettre à profit les périodes où j'ai moins d'animation, moins de commentaires de courses à commenter, pour, cibler des objectifs précis. Je les ai pas encore, précisément, définis, mais je sais à peu près dans quelle période ce sera. OK. Donc tu as respecté bien sûr les règles de réalisable, atteignable, comme objectif, hein? Comment tu Exactement. as pour sélectionner tes objectifs? Alors voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit mon record sur 10 kilomètres, il date d'il y a 2-3 ans, 32 minutes 48 et je me suis dit pour rester raisonnable, sachant que je pourrais peut-être pas faire autant de volume qu'à l'époque, je vais me contenter d'un 33 minutes, peut-être, entre 33 et 33-30, ce qui est réalisable. Et difficile quand même, mais atteignable, comme tu dis. Et puis sur semi-marathon, mon record, c'est 1 h 11 43. J'ai fait 1 h 12, 1 h 12 50, quand je préparais Valence d'ailleurs en 2023. Donc peut-être essayer de faire moins d'1 h 13, hein. Donc je pense que c'est dans mes cordes si j'arrive à continuer à faire de la muscu d'ailleurs, ce que j'ai mis en place pendant la blessure et en faisant, un entraînement progressif et surtout, ciblé pour un objectif précis. Bah, c'est super, c'est tout le mal de que je te souhaite, Régis. Mais en tout cas, on sera là. On fera des petits points de temps en temps, comme ça entre nous pour savoir où on en est de nos objectifs et puis on tiendra au courant nos auditeurs. Ouais, exactement. Ça va être, important. Bah, écoute, c'était sympa de rattaquer l'année comme ça 2026, avec toi. Peut-être qu'on peut conclure, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va conclure, hein, donc déjà, merci, aux auditeurs de nous suivre, hein, parce que ça fait 10 épisodes déjà, hein. Ouais, Donc on a fait différents formats, on a des fois invité des gens, des spécialistes. Je pense à Loïc, en tant que kiné, qui a aussi une casquette de préparateur mental quelque part, hein, parce que du coup je pense qu'il aborde aussi ça, avec les joueurs, de rugby et pas que peut-être, hein. Et aussi on a accueilli des athlètes, hein, comme Malo Kéramon, Siméon et cetera.
et aussi Malo on ouais, Malo Kiraman qui est, je vais faire une petite dédicace, qui est quand même un athlète en devenir, un athlète français en devenir, qui a signé quand même des performances incroyables dernièrement, notamment sur 10 kilomètres. Je crois il avait battu le record de France en nov non, il bat le record de France, je crois, le 4 janvier, qui a été rebattu ensuite par Mezaïne Benamou, je crois, ouais, c'est ça. qu'il a descendu sous les 30 minutes. Là, dernièrement, il fait 29,04 à Valence, sur les 10 kilomètres de Valence. Mais enfin, Malo est quand même un athlète français en devenir. Pour un jeune cadet, il fait des temps incroyables, et très fier de l'avoir accueilli chez nous. Il a fait 29-18 début novembre effectivement et je crois que là il a fait, 29-13. Euh, Pas Malo, hein, mais 30, Malo, non, 30-18 pardon, je te dis 29. Il a fait 30-18 30-18 Malo, ouais, Malo c'est ça. et 30-13 en Ouais, début d'année et ouais, là, Malo a ouvert la voie aux autres cadets, hein, puisque en fait, pour faire les c'est moins de ça. 30-30, il a cassé une barrière en fait, je pense mentale. Avant, personne n'était passé sous les 30-30 et lui a réussi à le faire. Ça a été le premier Français à faire moins de 30-30, hein, finalement chez les cadets. Et là, depuis, c'est incroyable. Je vois je suis les résultats des jeunes cadets. Il y a le petit, c'est ça, Benamou, c'est ça qu'il s'appelle, Oui, je c'est ça. crois, hein, Exactement. qui est descendu qui est descendu en 29,06. Il a descendu le record de France des cadets, ou de U18 Des U18, des cadets, précisément. ouais. C'est ça, exactement. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Et tu sais, Malo, je lui parlais ce matin parce que j'ai repartagé un extrait, quand il parlait un petit peu de sa pratique de la course à pied et du coup, il a je l'avais mentionné dans la story, il est venu me parler et justement, on a parlé de ça et du coup, c'était marrant de réécouter l'épisode justement, parce que depuis, il a fait du chemin et en très peu de Ouais. temps, il a largement, réalisé ce qu'il voulait réaliser, hein. Donc c'est incroyable. On a aussi accueilli Clément Leduc, un garçon adorable, adorable. Une crème Clément. J'ai échangé avec lui, au sujet du marathon de Valence. On n'a pas eu la chance de se rencontrer à Valence cette année, parce que j'aurais aimé le rencontrer en vrai, mais c'est un garçon qui est adorable, qui m'a laissé on a échangé, il m'a laissé des petits commentaires sympas. Ouais. Donc vraiment, je le remercie. C'est vraiment un gentil garçon. C'est vraiment un très, très gentil garçon qui, malheureusement, lui, a dû abandonner sur le marathon. Mais il m'a dit qu'il reviendrait l'année prochaine, et il prendra sa revanche, et j'en doute pas. Voilà, On on a reçu a aussi Perrine, Tine Piron. Justine Piron, ouais. Oui, Justine Piron, voilà. Et puis, voilà, c'était où, je crois que Si on a fait le tour des Ouais, invités. Siméon aussi, Siméon qui avait fait Siméon, génial, ouais. la Ouais, Diagonale des Fous, hein, qui avait un fait témoignage une exceptionnel. course incroyable, ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment. Donc voilà, on remercie tout le monde, nos invités, nos auditeurs, et puis, certainement qu'on continuera avec ce format-là, d'avoir des invités de temps en temps, et puis peut-être qu'on prendra plus le temps de faire des petites conversations comme ça entre nous, un peu informelles. Et sur des sujets aussi en particulier, peut-être des thématiques, mais comme aujourd'hui, c'était intéressant de pouvoir avoir notre, ressenti, personnel à chacun, hein, pour, avoir notre expérience, hein, donc c'était intéressant. Exactement. Donc, je vais te souhaiter une bonne soirée, une bonne journée à ceux qui nous écoutent, de l'autre côté, de l'hémisphère. J'espère qu'il y en a, je sais pas, et et merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre toujours sur les réseaux Instagram, Spotify, et YouTube. Laissez-nous des commentaires, ça nous fait plaisir. Allez-y, hein, vous pouvez nous noyer de commentaires, il y a aucun problème, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Merci à tout le monde, à très bientôt. À bientôt, merci à tous.